prêt pour un voyage, mais pas un de ces voyages organisés avec des guides ennuyeux. Aujourd'hui, on monte dans la machine à remonter le temps et on atterrit dans la chambre à coucher la plus dangereuse de l'histoire. Oubliez tout ce que vous croyez savoir. Oubliez les films hollywoodiens avec des actrices aux yeux violets, drapées seaux de soie, soupirant dans les bras des légionnaires. Ça, c'est la version pour enfants, l'histoire pasteurisée qu'on nous a vendue pour qu'on puisse dormir sur nos deux oreilles. La vérité est bien plus brute, plus intelligente et, soyons honnêtes, bien plus sauvage. L'histoire que nous allons déterrer aujourd'hui est celle d'une femme qui a compris quelque chose de fondamental sur le pouvoir. Il ne se gagne pas seulement avec des armées et de l'or, mais aussi au lit. Une femme qui a fait de son corps un champ de bataille et de sa sexualité une arme de destruction massive. C'est l'histoire de Cléopâtre. Pas la reine, pas l'amante, mais la stratège géopolitique qui a utilisé le sexe avec la précision d'une chirurgienne et la froideur d'une assassin pour mettre à genoux le plus grand empire que le monde ait jamais connu. Alors, baissez les lumières, fermez cet onglet TikTok que vous avez ouvert et installez-vous confortablement, car nous allons révéler comment le vagin, le plus puissant de l'Antiquité, a failli changer à jamais le destin de la civilisation occidentale. Avant de plonger dans le Nil, si vous aimez ce genre d'histoire sans censure, cliquez sur le bouton « J'aime » pour que l'algorithme sache qu'ici, on aime la vérité sans farde. Et dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous ceci? Caché au bureau. Pour comprendre Cléopâtre, nous devons d'abord jeter à la poubelle 3 énormes mensonges qu'on nous a racontés. Bombe numéro 1. Cléopâtre était d'une beauté incomparable. Faux. Complètement faux. C'est le plus gros mensonge d'Hollywood. Les pièces de monnaie de son époque, qui sont les portraits les plus fidèles que nous ayons, la montrent avec un nez proéminent, un menton pointu et des traits plutôt sévères. Les historiens romains, ses pires ennemis, qui ne manquaient jamais une occasion de la détruire, mentionnent rarement sa beauté physique. Vous savez ce qu'ils mentionnent sa voix. Ils disaient qu'elle était comme un instrument de musique, capable de moduler pour séduire, pour commander, pour inspirer. Ils mentionnent son charisme, une énergie qui remplissait la pièce et faisait que tous les yeux se tournaient vers elle. Et par-dessus tout, ils mentionnent son esprit. Plutarque, un type qui n'était pas vraiment son fan, a écrit que son attrait ne résidait pas dans son apparence, mais dans sa conversation. Pensez-y, dans un monde dominé par la force brute, son arme la plus mortelle était son intelligence. Elle était la personnification de ce que nous appellerions aujourd'hui sapiosexuel. Son pouvoir de séduction ne venait pas d'un visage parfait, il venait d'un cerveau qui fonctionnait, à une vitesse différente, d'une confiance qui désarmait les généraux comme les consuls. Elle vous regardait et vous ne voyiez pas un joli visage, vous voyiez un esprit qui avait déjà calculé 10 façons de vous détruire et 20 façons de faire de vous l'homme le plus puissant du monde, et elle vous laissait choisir. Ça, mes amis, c'est plus sexy que n'importe quel visage hollywoodien. Bombe numéro 2. Cléopâtre était égyptienne. Erreur. Même pas proche. Cléopâtre était à peu près aussi égyptienne qu'un hamburger. Elle appartenait à la dynastie ptolémaïque, une lignée de souverains grecs de Macédoine, descendant direct de Ptolémée Ier, l'un des généraux de confiance d'Alexandre le Grand. Sa famille avait régné sur l'Égypte pendant près de 300 ans, mais il restait culturellement grec. Il parlait grec, vénérant des dieux grecs, et se considérait généralement comme supérieur aux Égyptiens autochtones qu'il gouvernait. Mais voici le coup de génie de Cléopâtre. Après 3 siècles pendant lesquels sa famille a régné sur l'Égypte sans prendre la peine d'apprendre la langue locale, savez-vous qui a été la première
et la seule de sa dynastie à apprendre l'égyptien. Exactement. Elle ne l'a pas fait par amour de la langue, elle l'a fait parce que c'était une politicienne brillante. Elle a compris que pour gouverner un peuple, pour gagner sa loyauté, il faut parler sa langue, comprendre sa culture, respecter ses dieux. Tandis que ses ancêtres s'enfermaient dans leur bulle grecque, Cléopâtre s'est immergée dans la culture égyptienne. Elle s'est présentée comme la réincarnation de la déesse Isis. Elle a participé à leurs festivals religieux. C'était une maîtresse du marketing politique. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle parlait au moins 9 langues, dont le latin, l'hébreu, l'araméen et les langues des tribus voisines. Elle était littéralement un Google Traduction ambulant, à une époque où la plupart des rois savaient à peine lire dans leur propre langue. Bombe numéro 3. C'était une nymphomane insatiable. C'est la calomnie la plus sexiste et la plus durable de toutes, créée par la machine de propagande romaine pour la discréditer. L'image qu'on nous a vendue est celle d'une femme qui sautait de lit en lit, utilisant son corps pour satisfaire un appétit sans fin. La réalité, c'est bien plus stratégique et, franchement, plus terrifiante pour ses ennemis. Dans toute sa vie, Cléopâtre n'a eu que 2 relations amoureuses documentées. 2. Avec Jules César et avec Marc-Antoine. Seulement 2. Oui, mais quels 2? C'étaient les 2 hommes les plus puissants de leur génération. Les 2 généraux qui contrôlaient le destin du monde connu. Chacune de ces relations n'était pas un caprice, c'était un coup aux échecs de niveau mondial. Ce n'était pas de la luxure, c'était de la géopolitique. Ce n'était pas de la promiscuité, c'était une stratégie de survie à haut risque. Elle ne couchait pas avec des hommes, elle s'alliait avec des empires. Sa chambre n'était pas un lieu de plaisir, c'était sa salle de réunion, son centre de commandement, l'endroit où se décidait l'avenir des nations. Et pour comprendre pourquoi ces 2 relations ont changé le monde, il faut comprendre ce qu'était l'Égypte à cette époque. Oubliez les dunes de sable et les caravanes de chameaux. L'Égypte de Cléopâtre était la superpuissance économique de la Méditerranée. C'était la Silicon Valley, Wall Street et la réserve fédérale de son temps, tout en un. Alexandrie, sa capitale, n'était pas une ville poussiéreuse. C'était la ville la plus grande, la plus riche et la plus cosmopolite du monde. Une métropole vibrante où toutes les routes commerciales entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique se croisaient. Soie de Chine, épices de l'Inde, or de Nubie, tout passait par ses ports. Et plus important encore, l'Égypte était le grenier à blé de Rome. Elle produisait un tiers de tout le blé qui nourrissait le géant romain. Pensez-y, sans le blé égyptien, les légions ne marchaient qu'en pas, ça seul peuple de Rome mourait de faim. Cléopâtre n'était pas seulement riche, elle tenait Rome par l'estomac. Elle avait le plus grand levier économique du monde. Mais sa véritable arme secrète n'était pas l'or ou le grain, c'était la connaissance. Alexandrie abritait la bibliothèque la plus légendaire de l'histoire, un centre de savoir qui contenait la somme de toutes les connaissances humaines. Mathématiques, astronomie, médecine, philosophie, c'était le cerveau du monde antique. Et Cléopâtre n'était pas seulement la reine du pays qui l'abritait, elle y avait été éduquée. C'était une érudite, une scientifique, une philosophe. Ce n'était pas une reine qui restait assise à broder, c'était une femme qui pouvait calculer la trajectoire d'un projectile de catapulte le matin, débattre des œuvres d'Aristote l'après-midi, et la nuit, concevoir une stratégie navale qui ferait transpirer les amiraux les plus expérimentés. C'était l'échiquier sur lequel elle jouait, et ses pièces étaient les hommes les plus puissants du monde. Son premier grand coup, Jules César. Quand César arrive à Alexandrie, en 40 francs, 8 avant Jésus-Christ, G.C., Cléopâtre est en exil, trahie par son propre frère, Ptolémée XIII. Elle est seule, sans armée et sans pouvoir. N'importe qui d'autre aurait supplié, se serait rendu.
Que fait Cléopâtre? Elle fait quelque chose de si audacieux, de si théâtral, que cela semble tout droit sorti d'un film. Elle se fait enrouler dans un tapis et demande à un serviteur fidèle de la faire passer en contrebande derrière les lignes ennemies et de la livrer directement dans les appartements privés de César. Imaginez la scène. César, le conquérant de la Gaule, l'homme qui vient de gagner une guerre civile brutale, est dans sa chambre. Et soudain, un tapis se déroule à ses pieds, et en sort une femme de 22 ans qui lui parle dans un latin parfait, non pas comme une reine vaincue, mais comme une égale. Ce n'était pas un acte de soumission, c'était une déclaration d'intention. Elle lui disait « Je suis si intelligente et rusée que je peux arriver jusqu'à toi sans que tes ennemis ni les miens ne s'en aperçoivent. Maintenant, parlons affaires. » César, un homme qui se considérait comme le plus brillant de Rome, fut totalement fasciné non seulement par son audace, mais par son esprit. Il trouva en elle quelqu'un qui pouvait le suivre, qui comprenait la politique, la stratégie, le pouvoir. Ils eurent un fils, Césarion. Et pendant un moment, le rêve de Cléopâtre d'une alliance entre l'Égypte et Rome, une alliance d'égaux sembla possible. Mais César est assassiné, l'échiquier est remis à zéro, et Cléopâtre doit jouer son prochain coup. Entre Marc-Antoine, un homme complètement différent de César. César était un intellectuel froid et calculateur. Antoine était un guerrier passionné, un homme d'excès qui aimait le spectacle et la grandeur. Cléopâtre utilise-t-elle la même stratégie du tapis? Bien sûr que non. Elle adapte son jeu. Quand Marc-Antoine la convoque à Tarse, elle n'y va pas en tant que vassale. Elle orchestre l'entrée la plus spectaculaire que le monde ait jamais vue. Elle arrive sur une barge aux voiles pourpres, aux rames d'argent et à la coque couverte d'or. Elle-même est vêtue comme la déesse Aphrodite, allongée sous un dais doré, tandis que des garçons habillés en Cupidon l'éventent et que l'air s'emplit du parfum de l'encens. Ce n'était pas seulement une entrée, c'était une opération psychologique. Elle disait à Antoine: « Tu es peut-être le plus grand général de Rome, mais je suis une déesse. Tu es dans ma ligue, pas moi dans la tienne. » Marc-Antoine, l'homme qui aimait le théâtre, tomba complètement. Il annule ses propres banquets juste pour dîner sur son navire. Il était complètement hypnotisé, non seulement par la femme, mais par la vision qu'elle représentait, un monde de richesse, de culture et de pouvoir qui surpassait tout ce que Rome pouvait offrir. Ensemble, ils commencèrent à construire ce rêve. Lors d'un événement connu sous le nom de donation d'Alexandrie, ils s'assirent sur des trônes d'or et distribuèrent en quai des royaumes à leurs enfants comme des bonbons. Ils nommèrent leurs jumeaux Alexandre Hélios, Soleil, et Cléopâtre Sélénée, Lune. C'était une déclaration audacieuse. Leurs enfants régneraient sur le monde du lever au coucher du soleil, unissant l'Orient et l'Occident. C'était un empire alternatif avec Alexandrie comme centre culturel et intellectuel. C'était l'antithèse de la Rome militariste et expansionniste. C'était une vision qui aurait pu changer l'histoire. Mais à Rome, un jeune homme froid et ambitieux nommé Octave vit cela non pas comme un rêve, mais comme une trahison. Octave, l'héritier adoptif de César, utilisa les donations d'Alexandrie comme l'excuse parfaite. Il lança une campagne de propagande brutale contre Cléopâtre. Il l'appela la putain de l'Orient, la sorcière qui avait ensorcelé le noble Marc-Antoine avec ses potions et son corps. Il transforma une guerre civile pour le pouvoir romain en une guerre patriotique contre une menace étrangère. Et c'est là que la tragédie frappe. La bataille décisive eut lieu en mer, à Actium. Ce fut l'une des plus grandes batailles navales de l'histoire. Mais au milieu du chaos, quelque chose tourna terriblement mal. Un signal fut mal interprété. Cléopâtre, commandant l'arrière-garde,
crut que l'ordre de retraite avait été donné et s'éloigna du combat pour protéger le trésor royal, qui était crucial pour continuer la guerre. Marc-Antoine, la voyant partir, fit l'erreur fatale de sa vie. Au lieu de continuer à se battre, il abandonna ses hommes et suivit son amante. Pour ses soldats, ce fut l'humiliation suprême. Leur général légendaire fuyant une bataille pour une femme. Le moral s'effondra. La flotte se désintégra. La guerre était perdue. Ce qui suit est la fin que vous connaissez tous, mais pas de la manière que vous pensez. Elle n'est pas morte d'un cœur brisé. Son suicide fut son dernier acte de guerre, son dernier coup sur l'échiquier. Octave avait besoin d'elle vivante. Il voulait la faire défiler, enchaînée dans les rues de Rome, l'humilier publiquement pour cimenter sa propre gloire. Elle était le trophée ultime. Cléopâtre le savait et refusa de lui donner cette satisfaction. Alors qu'Octave approchait d'Alexandrie, elle s'enferma dans son mausolée avec ses trésors les plus précieux. Elle ne se rendait pas. Elle négociait depuis sa dernière position de force. Elle envoya un message à Octave. S'il ne la laissait pas mourir avec dignité, elle brûlerait tout le trésor. Octave, qui avait désespérément besoin de l'or de l'Égypte pour payer ses légions et stabiliser Rome, paniqua. Il se précipita pour négocier, lui promettant un traitement honorable. C'était un mensonge. Cléopâtre, la femme qui parlait 9 langues et avait lu tous les livres de la bibliothèque d'Alexandrie, vit clair dans la tromperie. Cette nuit-là, elle se fit apporter un panier de figues. Caché à l'intérieur se trouvait un aspic, le cobra égyptien, le symbole du pouvoir divin des pharaons. Pour les Égyptiens, mourir de la morsure de ce serpent n'était pas un simple suicide. C'était un rituel d'apothéose, une façon de devenir un dieu. Elle revêtit ses robes royales, mit sa couronne, s'assit sur son trône, et dans un dernier acte de défi, de contrôle absolu de son propre destin, elle laissa le serpent la mordre. Octave gagna la guerre, mais Cléopâtre gagna le récit. Il voulait un trophée, et elle lui laissa un cadavre et une légende immortelle. Alors, pourquoi sommes-nous toujours obsédés par elle 2000 ans plus tard? Parce que l'histoire de Cléopâtre n'est pas seulement de l'histoire. C'est un miroir. C'est l'histoire d'une femme qui a refusé d'être définie par les limitations que son monde lui imposait. À une époque où les femmes étaient des propriétés, elle est devenue propriétaire. À une époque où l'on attendait des femmes qu'elles se taisent, sa voix a changé des empires. À une époque où le pouvoir féminin était craint, elle en a fait son plus grand atout. Cléopâtre nous rappelle que le pouvoir n'a pas de genre, que l'intelligence n'a pas de frontières, et que l'ambition n'est pas un gros mot. Elle nous apprend que les outils qui vous sont donnés, que ce soit votre esprit, votre charisme ou votre sexualité, ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont simplement ceux-là, des outils. Et c'est à vous de décider comment vous les utilisez pour construire votre propre empire, quel qu'il soit. Son histoire nous rappelle que les femmes les plus dangereuses ne sont pas celles qui crient le plus fort, mais celles qui pensent le plus profondément, qui planifient en silence et qui ne sous-estiment jamais le pouvoir d'une bonne stratégie. Et vous? Pensez-vous que Cléopâtre était une héroïne, une méchante, ou simplement la joueuse la plus brillante dans le jeu le plus dangereux de l'histoire? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires qu'Hollywood n'a pas osé vous raconter, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous et activez la cloche. On se voit au prochain voyage dans le temps.